Je peux dire une petite phrase avant de... Ouais, pour réagir, réagir mais à un niveau plus global. Alors moi, c'est marrant, on avait cette discussion à table ce midi avec les gens avec qui je mangeais. Est-ce qu'il faut se retirer et il n'y a plus rien à faire, on est foutu finalement, est-ce qu'il faut être un peu confiant Bon bref, en gros, ce qu'on peut se dire, c'est qu'on est là, donc militons, quoi. Au moins, ça nous fait du bien à nous. Hein. Et puis, non, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a aussi différents niveaux d'analyse, et je dis ça en réagissant à la présentation qui a été faite du rapport basique aussi tout à l'heure, sur le marché mondial des pesticides. C'est que je pense qu'on a des leviers d'action assez forts au niveau régional, par exemple, ici, au niveau national. La crise agricole a été comme une crise, une opportunité, je pense, d'informer beaucoup de gens aussi sur le fonctionnement du syndicalisme majoritaire. C'était un grand moment d'apprentissage collectif, et ça, c'est bien, je trouve. Mais il ne faut pas oublier que sur la question des pesticides, qui est quand même au cœur du combat du collectif, là, on parle de substances qui, en fait, sont prises dans des marchés complètement globaux, et que si on peut avoir l'impression que ça ne va pas en Europe, et pas en France, ça ne va pas du tout dans le monde. Et que, en gros, il y a une explosion de la consommation de pesticides dans le monde en ce moment. Il y a des produits qui ont été interdits en Europe, qui continuent à être utilisés et qui augmentent, leur utilisation augmente dans le monde. Pourquoi ? Parce que les premiers producteurs aujourd'hui, ce n'est pas les grandes boîtes européennes qui exportent leurs déchets et leurs pollutions ailleurs. Elles existent toujours, Monsanto, BASF, tout ça. C'est les boîtes chinoises et indiennes. Et que le gros marché des pesticides, ce qui s'épand le plus aujourd'hui, c'est les génériques. Voilà. Je ne sais pas si vous savez, mais le glyphosate, c'est une substance générique depuis 2000. Donc c'est produit principalement par des boîtes qui n'ont pas de droit de brevet à payer, et c'est utilisé. Pourquoi c'est si utilisé ? Parce que c'est pas cher du tout. Et pourquoi c'est pas cher ? Parce qu'il n'y a pas de droit de propriété intellectuelle à payer dessus. Et je dis ça parce que je trouve que c'est très utile de penser le global et le local. Et évidemment, votre combat, c'est un combat dans l'Ouest. On a changé, on n'a pas changé, on a dit qu'on allait changer les statuts prochainement pour réaffirmer cet ancrage local par la suite. Mais c'est aussi très important d'inscrire le militantisme dans une réflexion sur les flux mondiaux de substances et l'état du marché mondial. Là, on peut être assez pessimiste, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas agir, ça veut dire qu'il faut aussi penser, et ça a été très bien discuté pendant la crise agricole, qui était le moment où aussi on discutait du traité de libre-échange avec l'Amérique latine. Voilà, c'est ces endroits-là aussi qui décident de ce qui se passe, de la circulation mondiale et du gros de la consommation. Je veux dire, on n'est plus l'Europe, et la Bretagne encore moins, n'est plus le marché central des pesticides dans le monde. C'est un micro-marché, c'est pas un marché... c'est pas là que se jouent les grandes décisions et les grands profits. D'accord. Alors, deux questions. Une à l'avant de la salle et l'autre à l'arrière, on vous a bien vu. Moi, je voulais savoir quel était encore le pouvoir de l'ANSES. Enfin, est-ce que l'ANSES risquait pas de perdre son pouvoir, plutôt ? Et quel était l'état d'esprit des chercheurs qui y travaillent ? Est-ce qu'ils sont rebelles ? Enfin, est-ce qu'ils se rebellent ou est-ce qu'ils sont... L'ANSES, alors déjà moi je suis expert à l'ANSES, mais je ne parle pas en tant qu'expert à l'ANSES, je suis expert dans le groupe de travail maladies professionnelles qui fait aujourd'hui l'expertise préalable à la discussion des organisations paritaires sur la création des tableaux. Par exemple, on avait rendu un rapport d'expertise qui a été préalable à la création du tableau sur le cancer de la prostate et les pesticides. Donc c'est une institution que je connais un petit peu, je la connais pas très bien, je suis pas à l'ANSES. Ce que je peux vous dire, c'est que l'ANSES c'est assez paradoxal, parce que pendant très longtemps l'ANSES, les ONG, les mouvements sociaux, les associations militantes avaient envie de taper dessus en disant finalement... Et là, finalement, on s'aperçoit qu'ils se font taper dessus par le ministère de l'Agriculture. Donc, ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'ANSES, il y a des gens qui sont en colère de ce qui se passe. Il y a plein de dysfonctionnements, comme dans beaucoup d'organisations. On pourrait dire beaucoup de choses sur l'organisation d'expertise, et je ne vais pas
je ne vais pas rentrer là-dedans, mais que la crise agricole a été un moment assez pénible à l'intérieur de l'ANSES et de certaines branches de l'ANSES. Parce qu'il ne faut pas avoir une vision non plus trop monolithique de l'ANSES, hein. Il y a différents départements qui ont différents rôles. Et je pense qu'un certain nombre de personnes qui avaient l'impression de bien faire leur boulot, c'est-à-dire de respecter les guidelines de l'EFSA, boulot qui est critiqué par ailleurs, hein, par des ONG comme la vôtre, comme Génération Future, comme Secret Toxique, en fait s'aperçoivent que même quand ils font seulement bien leur boulot, ils ne sont pas soutenus par le politico. Ça pose le problème peut-être de la séparation entre l'évaluation et la gestion du risque, l'évaluation du risque et les décisions par rapport à ces évaluations avaient été transférées à l'ANSES. Aujourd'hui, le pouvoir politique, parce que le pouvoir politique n'en voulait plus, hein, c'était une façon de se décharger de sa responsabilité sur l'ANSES aussi, hein, parce que j'ai lu des papiers qui disent que c'est les ONG qui demandaient ça, les ONG étaient très, très contre, hein, en fait, certaines, sur ce transfert à la fois d'évaluation et des autorisations. Moi, je suis plutôt assez favorable à la séparation entre ces deux missions qui permettent de mettre les politiques face à leurs responsabilités. Hein, voilà. Mais l'ANSES, est-ce qu'elle va disparaître? Je ne pense pas, je pense que c'est très coûteux aujourd'hui, ce serait très coûteux politiquement pour un pouvoir politique de dire. Mais ce qui est sûr, c'est que, on le voit avec les débats parlementaires au Sénat qu'il y a eu, etc., il y a une volonté de rogner, de reprendre la main, mais sans reprendre la responsabilité. C'est ça qui est un peu le jeu, c'est-à-dire il y a la question de qui prend la décision, mais il y a la question de qui est responsable politiquement pour la décision. C'est ma façon de réagir. Alors, il y a 2 ou 3 ou davantage de demandes, alors on va les prendre successivement. À vous. Alors, je suis Sophie, j'habite à Saint-Péran, juste à côté. Je suis aussi dans le bureau de Alter Onde 35 qui a fusionné avec Alga, qui était en compteur anti-linky, chose comme ça. En fait, tout ce que vous avez pu dire depuis le début de cet après-midi, si à la place de pesticides ou biocides vous marquez onde, on a les mêmes problématiques, vraiment, et les mêmes symptômes qui sont cités, les mêmes maladies qui sont citées, et l'effet cocktail pesticides, biocides et ondes électriques, champ haute fréquence, où il crache 1 volt par mètre, là. C'est le même combat en fait. J'avais l'intuition qu'il fallait que je vienne à cette réunion aujourd'hui pour entendre tout ça, parce qu'en fait moi je veux faire de la prévention et de l'information sur les polluants visibles et invisibles. Je suis bouleversée en fait aussi de tout ce que j'entends là, parce que ça me conforte dans l'idée de ce que je pressens et ce que j'entends, ce que je ressens. J'ai lu dernièrement le bouquin de Laurent Gounel, hein. Ça s'appelle Le Réveil, ça coûte 7,70 €, c'est un bouquin de poche qui est épais d'1 centimètre. Je suis pas une grande lectrice, je l'ai bouffé en 10 soirées. Il explique qu'en 1917, en fait ça c'est pour comprendre dans quel contexte politico-économique on vit. Moi j'ai fait un saut quantique en histoire, j'étais nulle en histoire, et en fait là j'ai fait un saut quantique. Je vous raconte juste 2 trucs dans le bouquin. En 1917, le président Wilson aux États-Unis est élu avec un slogan qui dit « Il nous a fait échapper à la guerre ». Alors là, il se dit bah « Merde, je ne vais pas pouvoir faire la guerre aux Allemands ». Donc il embauche une agence de communication qui s'appelle Bernet, B-A-R-N-A-Y-S. Alors je ne sais pas si c'est un lien avec se faire berner, mais en tout cas, je vous donne la suite. Cette agence Bernet, c'est une agence de communication qui œuvre auprès des grandes écoles où tous les présidents ou les gens de multinationales sont formés. Et cette agence Bernet, même si le mec il est mort en 95, à l'époque, en 1917, il a embarqué des journalistes pour faire des faux articles de journaux et rendre les Américains germanophobes. Comme ça, il a pu lancer la guerre auprès des Allemands. Et ça a foutu le bazar qu'on connaît. Voilà. Et cette agence Bernet, elle œuvre encore aujourd'hui, même si le mec il est mort en 95. Elle œuvre au forum de Davos. Donc en fait, comme ça, avec ça, on comprend en fait dans quel monde on vit. Et politique, enfin, ondes et pesticides, si on fait bosser les politiques, on a intérêt d'avoir des bras, j'allais dire des couilles, mais moi je l'ai dit, ça y est, bien costauds. Et puis, je sais pas comment on peut sortir de ça. On peut sortir de ça peut-être par notre action de consommer, déjà. Si on consomme bio, local, avec des gens qu'on connaît, comment ils font. Enfin, moi, il y a Papy Bio qui est devant moi, là. Moi, je bossais des produits avant. Je pense qu'on peut faire des choses. Il y a certainement des super choses à faire, mais il faut vraiment prendre conscience de dans quel monde on est.
Et s'associer, je pense que c'est important, comme vous disiez tout à l'heure. On a intérêt de se serrer les coudes et de se donner la main pour avancer ensemble sur tous ces combats-là, en tout cas. Merci. Bonjour, Bernard Roland, je travaille à l'INRAE et je suis syndicaliste à Sud Recherche. C'était à propos du contexte pré-révolutionnaire. C'est vrai que on a toujours autant de raisons d'espérer que de désespérer. En Bretagne, jusque 2021-2022, il y avait un signal fort quand même, c'était que plus de 30%, je ne sais plus si c'est 30 ou 40% des installations aidées qui étaient en bio, quoi. Et d'ailleurs, quand on parle des installations, il y a les demandes d'installation et les installations effectivement acceptées. Il y en a quand même plein qui sont notamment les non-originaires du milieu agricole qui passent à la trappe. Donc sur le contexte, là, ils ont cogné tellement fort en début d'année que je me dis qu'ils nous ont peut-être rendu service, quoi. Ils sont tellement dans l'outrance et ils sont dans l'outrance chaque semaine que ça va. Enfin, c'est bien. À la limite, c'est bien parce que sinon, on était dans une guerre à basse intensité avec eux. On les côtoie, ces gens-là, depuis des décennies. Mais là, ils ont cru qu'ils ont carte blanche et du coup, ils y vont à fond la caisse enfin, ils nous rendent service, en fait, à être comme ça dans l'outrance par rapport aux pesticides, à montrer à tout le monde que ce qui compte pour eux, c'est de maintenir les volumes de produits et pas le nombre de travailleuses et de travailleurs en agriculture. Enfin, c'est plus important pour ces gens-là, les volumes de production, les ventes de produits, que les gens qui travaillent en agriculture, quoi. Et puis la santé, il y avait un très bon complément d'enquête là sur la FNSEA. On voyait à quel point la santé, ça comptait pas. Donc juste pour vous dire, dans les éléments de contexte, il s'est passé un truc. Nous, en interne, notre direction à l'INRA puis à l'INRAE était quand même toujours d'une prudence extrême vis-à-vis du lobby agro-industriel. Et en février, il y a eu deux pleines pages dans Libération. Christian Huyck, directeur scientifique agriculture, c'est le numéro 3 de la boîte. Et le titre de l'entretien, c'est écarter le plan Ecophyto, c'est sacrifier l'avenir de nos enfants. C'est quand même la première fois qu'un haut cadre, sachant que ce type-là, nous on s'est frité avec lui depuis 20 ans, chaque fois il nous disait, vous êtes des extrémistes, vous les syndicalistes de Sud, on est obligé de recoller les morceaux avec la filière quand vous faites vos déclarations fracassantes. Et là c'est lui qui le dit. Et ça voulait dire, en gros, si vous prenez le titre à l'envers, ça veut dire la FNSEA qui veut effacer le plan Ecophyto, tue nos enfants. Enfin, c'était quand même un truc, on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner, mais ça, c'est des éléments, on est dans un paysage, c'est perturbé, mais qu'en sortira-t-il, voilà. Ça m'inspire juste un très bref commentaire et assez fugitif, comme ça, impressionniste, mais quand même. Dans le contexte des très fortes pressions là, qui ont eu lieu, corporatistes, qui ont eu lieu depuis l'automne, les chercheurs et les instances de recherche que sont l'INRAE et le CNRS n'ont pas été indemnes de pression non plus. Sans qu'on puisse tout à fait ni les localiser, ni complètement les tracer, il y a eu des moments où nos tutelles, c'est-à-dire nos ministères de référence, ont fait savoir, notamment le ministère de l'Agriculture, qu'il était bon de tenir les troupes, dans ce qui se disait. Et il y a eu de l'intérieur de l'INRA des réactions de ce type, qui consistaient à rappeler publiquement la nécessité d'indépendance de la recherche si elle veut pouvoir travailler. Sinon, elle perd sa vocation et sa valeur, finalement. Voilà. Oui, merci. Daniel Salmon, sénateur écologiste d'Ille-et-Vilaine. Merci pour vos exposés. Vous avez parlé de la science. La science, elle est contestée aujourd'hui, et c'est ça certainement la plus grosse difficulté. C'est pas d'aujourd'hui, parce que la fabrique du doute, on l'a connue avec la silicose, l'amiante, avec le tabac, avec les fossiles. Les industriels ont toujours su sortir la bonne étude au bon moment pour contester des faits qui étaient avérés. Mais aujourd'hui, c'est encore un peu plus fort aujourd'hui, parce qu'on sent bien, comme on l'a entendu, on est rendu au bout d'un mode de développement, et ça craque de tous les côtés.
et fait aussi de cela des gens quand moi, en tant qu'écologiste, effectivement, j'interrogeais tout le temps, je contestais, on l'a dit tout de suite, l'ANSES, l'INRAE, d'une autre manière, la Cour des comptes. Tous ces gens-là sont plutôt, aujourd'hui, dans une réelle évolution et s'interrogent sur notre mode de développement, mais aujourd'hui se trouvent encore confrontés à des lobbies qui sont archi puissants, et je ne sais pas quand est-ce qu'on va réussir à les faire bouger, parce que on peut se dire effectivement qu'on est devant des évidences. Les pesticides, on voit bien les dangers et les dégâts qu'elles font, mais on se disait la même chose sur le réchauffement climatique. Une fois que les gens vont voir que le réchauffement climatique il est là, on va bouger. Et hélas, le réchauffement, on ne l'a jamais aussi vu qu'aujourd'hui. Le dérèglement, il est là, et les gens continuent à prendre de l'avion. Donc il y a des effets, des côtés, on peut dire, encourageants. On se dit que les choses vont évoluer. Puis d'un autre côté, il y a une inertie de ce système qui est assez incroyable. Et mon questionnement, c'est que moi, je suis un politique qui cherche tout simplement les solutions pour faire avancer. Et la prison qu'on a aujourd'hui, c'est la prison des médias qui nous enferme et qui fait de la désinformation en permanence. Et c'est très difficile aujourd'hui de lutter contre cette désinformation. Et les réseaux fonctionnent un peu, les réseaux sociaux, pour une bonne part, fonctionnent de la même manière. Donc voilà, comment arriver à dépasser ces barrières qui sont terribles, qui sont les médias et les réseaux sociaux. C'est bien ça l'objet aussi de notre débat, parce que la question liminaire qui était posée, c'est comment sauvegarder la santé et l'environnement, ce qui est bien notre but d'action de terrain. Moi, j'aimerais bien aussi qu'on consacre les interventions aux questions qui viennent à comment agir, parce qu'il nous reste environ un quart d'heure, pas beaucoup plus. Comment on peut agir dans les mois à venir sur ces questions. Oui, avant qu'il y ait d'autres interventions, je crois que depuis 25 ans, depuis que je m'intéresse à toutes ces questions, et on voit bien comment on peut réussir à inverser le rapport de force ou à rééquilibrer le rapport de force. Je crois que c'est Giovanni qui l'a indiqué tout à l'heure, mais il y a l'action militante, l'action politique, l'action juridique, l'action scientifique, et c'est un tout. Et lorsque nous on était confrontés au grand lobby de l'amiante ou ensuite au lobby des pesticides et quand on a attaqué Monsanto, il fallait rééquilibrer le rapport de force, et c'est uniquement en se mobilisant, en ayant des relais médiatiques, des relais scientifiques et des relais politiques qu'on a pu obtenir gain de cause. Aujourd'hui, il y a des actions qu'on mène qui aboutissent favorablement devant les juridictions. Vous parliez de l'INRA, de l'ANSES, de la Cour des comptes, mais les juridictions ont beaucoup évolué depuis 25 ans. Des choses qu'on ne pensait pas pouvoir obtenir il y a 20 ans, on les obtient aujourd'hui, et y compris, parfois c'est encore balbutiant, mais devant les plus hautes juridictions, devant la Cour de cassation, oui, devant le Conseil d'État, même on a parfois des bonnes surprises. Donc il faut... je trouve qu'il y a un travail médiatique qui est important de certains journalistes qui font un travail formidable et qui sont des relais importants pour les luttes qu'on mène. On est entouré de scientifiques extrêmement compétents qui nous permettent de construire des dossiers les plus solides possibles. Là, ces dernières années, on a quand même obtenu le retrait d'autorisation de mise sur le marché de produits à base de glyphosate. En juin, une décision du tribunal administratif de Montpellier, de produits à base de sulfoxaflor, les néonicotinoïdes. On a obtenu gain de cause devant les juridictions françaises et devant la Cour de justice de l'Union européenne. On sait mobiliser les outils européens aussi aujourd'hui, puisqu'on a la possibilité d'engager des demandes de réexamen interne de décisions qui sont prises par la Commission européenne, et ensuite on peut saisir le tribunal de l'Union européenne. C'est des leviers qu'on n'avait pas avant, qui nous sont ouverts aujourd'hui. L'expérience en Bretagne qui a été menée, qui était de l'action auprès du Parlement européen et auprès de la Commission européenne, qui a abouti à l'enquête de la Commission européenne en Bretagne sur la question de la gestion du problème des pesticides en Bretagne,
c'est quand même une avancée, hein, c'était mené par certains d'entre vous. Donc tout ça, je pense que c'est ce qu'il faut continuer à faire. Toutes les décisions qu'on a obtenues ces dernières années, on a obtenu pas mal de favorables au plus haut niveau des juridictions, l'ont été uniquement parce qu'on a pu établir rééquilibrer le rapport de force. François, est-ce qu'on pourrait aller au pénal contre nos politiques? Alors, oui. Oui et non. Oui et non, parce que quand le chemin est long sur le pénal, et difficile. L'amiante, c'est 100 000 morts, au bas mot. On a déposé les premières plaintes en 1996, 25 ans après, ou 30 ans après, il n'y a toujours rien qui s'est passé véritablement. Les victimes ont été indemnisées, mais il n'y a pas eu on n'a pas dégagé la responsabilité pénale. En revanche, on a quelques exemples de procédures qui ont pu aboutir. France Télécom, qu'on avait suivi au cabinet, certains de mes associés, avec le harcèlement moral institutionnel. Bon, la décision obtenue en matière pénale est tout à fait novatrice, donc il y a quand même des espoirs d'obtenir quelque chose. Sur les médicaments, le Mediator, c'est quand même une décision importante aussi, que les uns les autres on a pu obtenir. Donc il y a quelques décisions favorables, mais c'est compliqué de pouvoir caractériser une infraction ou de pouvoir mobiliser une infraction contre soit des industriels et ou des décideurs publics. Récemment, on a attaqué Berville, qui est le secrétaire d'État à la mer, parce qu'il a tenu des propos qualifiables devant la Cour de justice de la République, mais ça s'en est pas saisi. Parce que, ces gens peuvent mentir, c'est pas si gênant que ça, quoi. Ça constitue pas une infraction, voilà. Mais c'est pas pour ça qu'il faut pas le faire, hein. On a déposé plainte il y a quelques semaines contre Nestlé. Je pense que c'est une plainte qui peut se prospérer. On a déposé plainte sur Notre-Dame de Paris, sur la pollution au plomb. Une instruction a été ouverte et je pense qu'elle avance, cette instruction. On a déposé plainte sur Lactalis, l'affaire suit son cours. Il y a quand même les PFAS, on a déposé plusieurs plaintes en France. J'espère que ça va avancer, même si, là aussi, l'exemple des PFAS, c'est vraiment un exemple caractéristique de la stratégie du doute qui est organisée. C'est-à-dire qu'on va vous dire « Ah non, mais c'est pas les PFAS qui sont dangereux. C'est le PFOA, c'est donc un PFAS parmi les 100 000. » Donc l'idée, c'est comme pour les pesticides, on change de molécule quand la molécule est interdite. On remplace juste un petit bout de la molécule et puis on dit ah ben celle-là elle est moins dangereuse et on repart pour 10 ans et on repart, etc. Donc là les PFAS, l'escroquerie elle est là, hein. Elle est annoncée l'escroquerie. C'est que on va vous dire ah mais attendez dans les PFAS il y a des produits qui sont moins dangereux que d'autres. D'accord, ceux-là ils sont dangereux, on les a interdits ou on les a retirés il y a 10 ans. Voilà. Donc il faut être très vigilant sur les PFAS. Il y a des réglementations qui sont totalement insuffisantes. Pourquoi ? Parce que les PFAS c'est des réglementations produit par produit. Donc PFAS par PFAS. Donc vous avez des valeurs limites PFAS par PFAS. Donc nous, on a beaucoup de difficultés à mobiliser l'outil pénal sur les PFAS. Je suis un peu long sur la réponse, mais tu vois, c'est à la fois un message, mais comme tout à l'heure j'ai entendu désespérer, espérer. C'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de motifs d'espoir et il y a aussi les motifs de désespoir. Mais c'est pour ça qu'il faut se mobiliser. J'aimerais juste dire 2 mots pour réagir à la remarque qui a été faite sur les médias et sur la difficulté de changer face aux médias. Alors, moi, dans les travaux que j'ai pu faire, vous avez compris, un peu comparatif sur la mise à l'agenda politique des pesticides comme enjeu sanitaire, le rôle des médias est très important. C'est-à-dire que si ça apparaît avant en Angleterre et si ça apparaît avant aux États-Unis, c'est parce qu'il y a une tradition de journalisme d'investigation qui est plus forte aussi en Angleterre et aux États-Unis, et que cette tradition, elle va apparaître en France un peu plus tardivement, après l'affaire du sang contaminé notamment, et elle perdure aujourd'hui, hein, avec... on m'a parlé ce midi, là, je vais mal le dire parce que je ne le dis pas avec l'accent breton, Splan. Il y a Noël Meyer qui est là, donc il y a Basta Média, il y a plein de... Il y a des médias nouveaux qui sont engagés. Il y a au Monde, tout le monde connaît Stéphane Foucard, Stéphane Aurel. C'est quand même 400 000 lecteurs, Le Monde aujourd'hui. On ne peut pas dire
Cache Investigation en a parlé, donc il y a une visibilité médiatique de ces sujets-là, comme il n'y a jamais eu, peut-être, parce qu'il y avait des revues dans les années 70 en France, La Gueule Ouverte, des choses comme ça, mais qui étaient beaucoup plus confidentielles. Peut-être le problème qu'il y a aujourd'hui, à mon avis, c'est deux choses. C'est pas moi qui ai inventé ça, vous connaissez cette idée de bulle d'information, c'est-à-dire que les réseaux sociaux favorisent le fait qu'on ne parle, qu'on ne s'informe qu'auprès de réseaux et de médias que l'on connaît déjà. Ce qui fait que je ne sais pas combien parmi vous vont lire Le Figaro tous les jours, combien vont lire Les Échos, combien vont regarder CNews, peut-être pas beaucoup, mais dites-vous qu'inversement, il y a peu de gens parmi ces lecteurs qui regardent Basta Média, Basta Mag, qui vont aller voir Splan et qui vont lire les papiers de Foucault. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que l'enjeu, à mon avis, c'est d'aller parler aux gens qui ne sont pas le cœur du combat, en fait, enfin, qui ne sont pas déjà convaincus. Et ça, c'est compliqué. C'est vraiment comment on va chercher ces gens-là, alors pas que pour les informer, mais pour les convaincre qu'il faut faire quelque chose. Et je redis, je pense que dans tous les leviers médiatiques, scientifiques, politiques et juridiques que j'ai cités dans mon exposé, celui qui pêche, c'est le politique. Et qu'il y a vraiment un travail à faire d'aller faire des listes électorales. Je sais qu'il y a Aurore qui a présenté tout à l'heure quand le groupe Riverain est là-bas. Elle a évoqué plusieurs fois l'importance, par exemple, de créer des listes électorales, d'aller embêter les maires, de se battre pour avoir la représentation de ses intérêts au niveau local, mais c'est vrai au Parlement, c'est vrai au Parlement européen. Je ne vais pas vous dire voter pour tel ou tel. Moi, il peut y avoir différentes... ce qui est bien avec les problèmes de santé environnementale, c'est que c'est assez compatible avec beaucoup d'approches politiques. Beaucoup, pas tout, mais voilà. Donc, mais par contre, faut que les gens votent, quoi. Faut que les gens aient un parlement qui prenne ces questions-là au sérieux. Et c'est pas le cas aujourd'hui, parce que même s'il y a des lobbies, même s'il y a des machinations, etc., il y a quand même des institutions qui peuvent se changer et qui peuvent voter. Et on a des exemples de lois et de votes qui ont pu être favorables. Il a quand même été créé ce fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. Voilà. Donc ça, c'est des décisions politiques. Et ça peut... il ne faut pas oublier ce levier-là. Et dans ce que j'ai entendu, je te passe la parole tout de suite. Dans ce que j'ai entendu, il y a quand même à la fois une question de registre, on parle du scientifique, du politique, etc. Bon, c'est vrai qu'il faut agir à tous ces niveaux-là. Il y a la question du rôle des corps intermédiaires, parce que c'est pas toujours les politiques qui vont décider, ou ci ou ça, ou l'Europe, ou je ne sais quoi. C'est l'action de terrain. Regardez le nombre que nous sommes aujourd'hui et d'où on vient et pourquoi on est là. Je pense qu'on a une force qui est quand même beaucoup plus grande qu'on ne peut imaginer. Je pense qu'il y a aussi des questions d'alliance. On ne peut pas agir seul, nous, en tant que soutien aux victimes des pesticides. On a déjà des alliances avec un certain nombre d'autres associations ou syndicats, et je pense que ça fait partie des choses qui sont à cultiver. Donc je pense que ces éléments-là, on a intérêt à les travailler davantage. Alors je ne vais pas priver de parole des gens qui veulent intervenir. Alors il y en a ici, il y en a là. Allons-y. Alors donc Delphine. Oui. Et puis Brigitte ensuite. Je voulais réagir aux propos du sénateur là. Et moi je voudrais sincèrement remercier un certain nombre de journalistes qui ont fait un véritable travail d'investigation, en tout cas dans ma situation, et un syndicat majoritaire de l'ONU, ce qui empêche des installations hors cadre familial, en bio, enfin tout ce qu'on connaît là. Et je suis maman, des fois je désespère de ce que je constate et de ce que je peux transmettre à mes enfants. Et en même temps, quand je vois la force du collectif aujourd'hui et des autres collectifs, parce qu'il n'y a pas que celui-ci, il y a tout ce qui peut se faire en harmonie avec effectivement d'autres structures comme la Conf ou d'autres, quoi. Je me dis que finalement il y a quand même une force vive qui existe encore et il faut qu'on ait confiance en nos enfants. Oui.
Comme il nous reste 6-7 minutes, j'aimerais bien qu'il y ait plusieurs interventions courtes, enfin sur des pistes d'action. Il y a eu une demande de prise de parole. Oui, moi je m'appelle Serge Guéou, de l'Union syndicale solidaire, et je voulais aussi aller dans le même sens avec l'intervention de la camarade de la Cour. Je pense qu'on a déjà fait la démonstration quand même qu'on avait pu sortir de l'omerta sur les pesticides. Il y a encore une vingtaine d'années, c'était complètement inaudible dans le débat public. Or aujourd'hui, avec tous les combats qu'on a menés, et puis aussi les victoires devant les tribunaux avec François et puis les cabinets, la forte et solidaire, ça a permis une grande visibilité. Mais c'est vrai que notre force, c'est quand même la capacité à travailler en réseau. Et je voudrais rappeler aussi qu'il va y avoir des élections dans les chambres d'agriculture qui s'annoncent, il y a des élections aussi dans les très petites et moyennes entreprises, et qu'il y a des syndicats donc qu'il faut soutenir. Et je pense qu'il ne faut surtout pas hésiter. Il faut surtout pas hésiter dans notre entourage de dire, voilà, parce qu'il y a beaucoup de paysans qui malheureusement ne savent pas que, par exemple, la FNSEA ne défend pas du tout les paysans. Moi, je peux vous dire que, moi je le sais, voilà, non mais je pense que, et Bernard Roland avait raison, je pense que, vous savez, la fameuse phrase de Gramsci, je vais vous la lire, hein. Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître, et dans ce clair-obscur surgissent des monstres. Et ben moi je pense que les monstres sont sortis du bois. On a bien identifié qui aujourd'hui étaient les empoisonneurs, ce qui était difficile à prouver. Et ce que je voulais dire pour aller très vite, c'est que au mois d'avril, vous avez parlé d'un rapport que moi j'étais co-rapporteur d'un avis sur l'eau, hein, quelle gestion durable de l'eau, quantité, qualité, partage face au changement climatique. Il y a eu un combat homérique au sein du Conseil économique et social, notamment dans la commission environnement, où la FNSEA a bataillé ferme pour flinguer le rapport. Et à ma grande surprise, moi en tant que co-rapporteur avec un camarade de la CFDT, c'est que notre rapport il a été voté très largement, à 77% des membres du Conseil économique et social, qui représentent toute la société civile organisée française, hein, les employeurs, les représentants des salariés et toutes les associations françaises. Notre rapport a été voté très largement. Et la FNSEA, qui avait fait un appel pressant auprès de tout le collège employeur pour qu'il y ait une sorte de solidarité, que les employeurs les soutiennent, ils n'ont pas été suivis, y compris par une partie du MEDEF qui les a lâchés. Donc tout ça pour vous dire, et je m'arrête là, c'est que les combats qu'on mène, les idées qu'on défend, on est largement majoritaire. Largement majoritaire. Bravo, voilà. C'est convaincant. Alors, à qui tour qui veut parler là? Voilà, d'accord. Il a demandé depuis longtemps d'ailleurs. Oui, Yves Caillard, agriculteur bio en retraite. Donc, ce que je voulais dire, c'est que je suis assez d'accord. Il ne faut peut-être pas mettre la barre trop haut, non plus, au risque de découragement. Et je reviens un petit peu à ton interrogation de faire des étapes, des alliances. Et je pense à un exemple que j'ai entendu récemment à la radio, ou j'ai lu, je ne sais plus, concernant les autorisations de mise en marché. J'ai entendu que ces autorisations de mise en marché ne se font pas en fait réellement sur les conditions réelles d'agronomie. Elles se font notamment avec des vers de terre, certes résistants, mais qui ne sont pas les vers de terre qui sont cultivés par nous tous, paysans ou jardiniers. Hein? Donc, est-ce que le collectif n'aurait pas un rôle en alliance avec l'INRAE, en alliance avec Secret Toxique, pour pouvoir avancer, ne serait-ce que là-dessus, même si j'ai conscience que c'est des modifications de molécules, en effet, qui vont se dessiner, enfin, un certain nombre de choses, mais c'est une étape. Et voilà un exemple qui me vient à l'idée d'un coup, là. Oui, mais c'est vrai que le travail qu'on mène avec Secret Toxique, c'est précisément sur ce genre de problème, à savoir les conditions d'autorisation de mise sur le marché. Mais à continuer, effectivement. D'autres demandes? Brigitte voulait parler. Il nous reste 2 minutes au total pour les 15 interventions qui viennent. Si. Quand on parle de marché local, ça me donne envie de vomir. Parce que ça... Ouais, local ne veut pas dire forcément bon. Parfois, les gens ils se disent bah, j'ai acheté juste à côté, là c'est à 3 km. Mais parfois ce sont des animaux qui ne sortent pas du tout, qui sont blessés, mais on ne va même pas les soigner parce qu'ils sont tellement nombreux. Alors moi ça me gêne beaucoup. Et puis
Michel, tu vas être d'accord avec moi, je vais parler de Christian. Christian, il a été hospitalisé et vous savez, il a refusé de la nourriture de l'hôpital. Il a dit, moi, je veux pas de cette nourriture pleine de pesticides. Il dit, moi, je veux manger bio. Eh bien, je voulais remercier Christian de nous ouvrir cette porte. C'est-à-dire que quand vous êtes hospitalisé, refusez leur bouffe, leur cochonnerie. Voilà. Merci Christian, merci. Alors, un tout dernier mot de la part de nos trois intervenants. Est-ce que vous avez un mot de la fin à nous proposer ? Non, pas de mot de la fin pour emballer le paquet cadeau et le mettre à la poste, c'est sûr. Mais je vous renvoie le miroir. Je suis impressionnée par l'énergie qui se dégage là, de cette assemblée, de cette capacité à penser les choses collectivement et à croire que l'action et l'action en réseau coordonné est appelée à porter ses fruits. Voilà, je vous renvoie un effet positif de miroir. Merci. Moi, je vais partager cet avis. Hein. J'ai fait quelques AG militantes en tant qu'observateur ou des fois participant, mais beaucoup observateur aussi. Et il y a vraiment une super énergie et je sens une attention aussi à créer vraiment quelque chose de collectif et c'est très précieux. Donc, continuez et puis nourrissez les différents leviers de l'action politique. Et puis, achetez mon livre. Je viendrai avec plaisir faire des signatures avec mon collègue s'il y a besoin, parce que pour nous, c'est une façon de rencontrer des gens. Voilà. J'ai 30 secondes pour vous dire qu'au cabinet, on est très fiers de travailler pour vous tous ici, que Hermine Baron se joint à moi, bien sûr, elle n'a pas pu être présente aujourd'hui, mais elle est très, très, très engagée à vos côtés, ainsi que Joachim Guillemard, qui est un peu plus jeune avocat qui est arrivé au cabinet il y a 2 ans et qui nous aide beaucoup et qui est très engagé aussi pour une meilleure défense des victimes de pesticides dans la région. Bon, avant de passer le mot de la fin qui revient nécessairement au président en activité du collectif, ça t'apprendra. Donc je vous rappelle qu'on a bientôt une assemblée générale extraordinaire bis